Pour nous, c'est un très grand bonheur et un grand honneur d'accueillir Tim Ingold. Ça faisait longtemps qu'on voulait l'inviter à l'école de l'Anthropocène, avant même la pandémie, et puis ces 2 années nous ont un peu freinés. Mais pour nous, il était important de terminer notre activité de programme, puisque vous savez que l'école urbaine est un programme qui s'arrête au mois de juin. C'est la dernière école de l'Anthropocène que nous organisons, en tout cas sous cette forme. Et c'était très important de pouvoir avoir cette conversation avec Tim Ingold, dans la mesure où son travail d'anthropologue est pour beaucoup d'entre nous, à l'école urbaine et bien au-delà, un travail important avec lequel nous avons une conversation, parce qu'on converse avec le travail scientifique des collègues qui écrivent notamment des livres, avec lequel nous avons une conversation depuis longtemps, en tout cas moi depuis maintenant 25 ans, et c'était important de pouvoir continuer cette conversation en chair et en os avec Tim, qui nous a fait le plaisir de venir d'Aberdeen et d'arriver à Lyon malgré un brouillard tenace à Londres qui, hier, a empêché son avion de décoller. Moi qui croyais qu'avec le réchauffement climatique, la Grande-Bretagne était devenue un pays méditerranéen, j'ai dû déchanter, mais il est là et bien là, et nous en sommes très heureux. Tim va converser avec nous ce soir. Il terminera la soirée en nous jouant un petit peu de violoncelle, puisqu'il est également violoncelliste. Il a voulu donner un petit morceau de violoncelle pour terminer cette soirée, parce que pour lui, la musique est tout simplement la continuation de la pensée par d'autres moyens. Et puis, il a demandé aussi à pouvoir dessiner éventuellement certaines des réponses aux questions que je voudrais bien lui poser. Donc ne vous étonnez pas si vous le voyez passer à la table, et en principe le dessin sera projeté sur l'écran du fond. Cher Tim, donc Tim Ingold est un anthropologue britannique qui a étudié à Cambridge, qui a commencé sa carrière à Helsinki, puis ensuite à Manchester pendant de longues années, puis qui est allé à Aberdeen, où il y a eu l'opportunité pour lui de créer un département d'anthropologie à Aberdeen, qu'il a créé et dirigé. Il est désormais professeur émérite à Aberdeen, et son travail depuis 30 ans est considéré comme un travail important en anthropologie, et même au-delà, travail qu'il a commencé à mener à partir de son terrain qui était celui des Samis de Laponie, mais qu'il a étendu désormais à bien d'autres terrains et bien d'autres préoccupations. Et pour commencer peut-être, Tim, cette conversation, une première question, mais qui est en même temps un peu une affirmation, dans tout le travail que vous menez depuis maintenant de longues années, on est frappé de voir à quel point, à chaque texte, vous revenez sur cette idée qu'il ne faut pas accepter la catégorisation du monde, la catégorisation a priori des phénomènes, la catégorisation a priori des sociétés, la catégorisation a priori des individus, ou la catégorisation a priori des époques. Et j'ai l'impression que tout votre travail est aussi, dans une certaine mesure, une déconstruction radicale et systématique de l'idée qu'il y aurait comme ça des classes, des catégories, des partitions, des couches, des époques, des individus bien identifiés, et que votre volonté, c'est plutôt d'insister sur toute autre chose qui serait, et on y reviendra, la relation généralisée entre tout et entre toute chose. Yes, indeed. In about 1983, or it might have been 1982, I was in the middle of writing a big book about evolutionary theory. And I was looking for a book in the library of the University of Manchester. I was looking for some reference. And I chanced to come across another book. It was Henri Bergson, L'évolution créatrice, the creative evolution of Henri Bergson. And I thought this looks interesting, and I took it out. As soon as I opened it, I began to sneeze, because this book had not been opened for decades and was full of dust, and nobody had taken it from the library. And as I read this book, it completely blew my mind. Now, Bergson was presenting a process-oriented view of life and reality and everything. And I had this feeling as I was reading Bergson back then that he'd said everything that in here
I was really wanting to say. So somehow already then there was something about a processual model of life that resonated with somehow with what I was feeling, and that is against this whole idea that the world can be grasped in preconceived categories. For Bergson, you only see the world like that when you turn round and look back on it. But when you're actually moving in it and living in it, it's always becoming all around you all the time. So I think it's from Bergson that I took this approach, but it must already have somehow been inside me, because otherwise I would not have responded to it in the way that I did. And I think that comes partly from what I learned from living with Sami people, partly from music, and perhaps partly from my dad was a mycologist. He studied fungi, and fungi don't obey normal biological categories. So in a way, I was doing something fungal at the same time. Vous évoquez votre père, donc, qui était un mycologue, mycologiste célèbre en Grande-Bretagne, qui a un travail tout à fait considérable. Et cela renvoie aussi au fait que vous avez commencé à étudier les sciences de la nature et les sciences de la vie dans un moment où ces études à l'université étaient très orientées par une théorie standard de l'évolution, une théorie darwinienne un peu standard, où les organismes étaient des entités finalement bien isolées, avec des relations assez faibles les unes avec les autres. Et petit à petit, vous avez été aussi amené à complètement reconsidérer, y compris cette question de l'évolution, et aborder en anthropologue la question du vivant d'une façon tout à fait originale, puisque, si je vous cite, pour vous, petit à petit, le vivant est devenu non pas quelque chose qui préexisterait en quelque sorte au fait que chaque entité vivante se déploie de la naissance à la mort, mais vous écrivez « La vie est un champ de relations à l'intérieur duquel les êtres apparaissent ». C'est-à-dire, on retrouve véritablement chez vous cette idée que finalement, rien n'est prédéterminé et que même l'évolution, en fait, peut être repensée à la lumière de ce que vous dites sur l'importance de ce champ relationnel. Yes, but that didn't come immediately. So to start off with, when I started teaching in Manchester in the mid-1970s, I was given a course to teach. It was called Environment and Technology, or ET, people thought about extraterrestrial, but environment and technology. Anyway, I had to become an ecological anthropologist, and therefore I was teaching about the question of how we can relate social life to biological life or ecological life. What is the relation between them? And I felt somehow it must be possible to reconcile what we knew about society and social relations from studies in social anthropology with what we know about organisms and their evolution from studies in evolutionary biology and ecology. So I tried to put the two together, and the only way I could put the two together was to imagine that a human being is two things at once, that a human being is a biological organism living alongside other organisms within a web of life, and also a social person living alongside other persons in society. And then the question was how to relate these two sides of the human being. And I kept on, year after year, teaching about this duality, about how we can understand the relations between the social system and the ecological system. And every year it became more difficult. And there came a year when I said, I can't do this anymore. It doesn't make any sense. That was in 1988. And then I realized that I have to start again
from the assumption that the biological organism and the social person are one and the same thing. And the only way to do that, without falling back to a kind of reductionist sociobiology, was to write the biology and the evolutionary theory all over again in a different way. And that's what I started to do. Et ça vous mène en particulier dans des travaux ultérieurs à remettre sur le métier de l'anthropologue la définition même de l'être humain, dans une certaine mesure, puisque, et là il faut plutôt évidemment le dire en anglais plus qu'en français, en tout cas la traduction française n'est pas évidente, vous en venez à dire que finalement on pense trop aux human beings et pas assez aux human becoming, c'est-à-dire le fait que l'être humain est plus un devenir permanent qu'une entité qui serait dès le départ en quelque sorte déterminée dans son déploiement de vie en fonction de son patrimoine social ou de son patrimoine génétique. Donc vous venez à critiquer radicalement toutes les théories en quelque sorte de la détermination en insistant plutôt sur le devenir de toute entité, d'ailleurs pas simplement des entités humaines, dans une proximité parfois, enfin là c'est peut-être une interprétation que je fais qui ne vous satisfera pas, dans une proximité aussi avec certains travaux de Gilles Deleuze, quand il insiste justement sur l'importance dans, vous savez, la séparation entre critique et clinique chez Deleuze, quand il insiste sur la nécessité de penser d'abord le devenir avant de penser les états, il y a quelque chose qui est chez vous là aussi très radical dans cette volonté d'aborder le statut même des entités humaines et non humaines. This is true, yes, that I think we should start off with the idea of human becomings rather than human beings. The question goes back to the relationship between phylogenesis and ontogenesis, that is between evolution and development. And in biology always, or in mainstream biology, development or ontogenesis has always been secondary to evolution or phylogenesis. And even now that there's been a lot of rethinking about that, even now still ontogenesis, the way in which an organism becomes and lives its life, is somehow wrapped up within a wider picture of the evolution of its species. I wanted to put that the other way around and argue that actually the very first thing we have to start with is the development of the organism, that process of becoming. And of course, Gilles Deleuze has been arguing exactly the same thing. When I first picked up 1000 plateaux, 1,000 plateaus in, I don't know when it was, maybe around about the late 1990s. I turned to page 1, I saw some scribble, I read some stuff. I didn't understand a single word of what this was about. It went on like so many French philosophical books. It starts in the middle of nowhere, goes on for several hundred pages and then stops. And I couldn't see why I should waste my time on this nonsense. So I put it aside and forgot about it. And then I started writing about becoming and about lines and all this kind of stuff. And people were gently saying, you know, I think you ought to read what Deleuze says about nomadism and this and that. And I don't know. Si, et j'ai dit, oh non, surtout pas. Et puis, finalement, je l'ai fait. Et l'ayant déjà pensé par moi-même et ayant trouvé des concepts qui me convenaient, j'ai réussi à comprendre Deleuze lorsqu'il disait un certain mot, c'est qu'il voulait dire autre chose. Et donc j'avais cette espèce de clé qui me permettait de traduire du langage de Deleuze vers le mien.
Et ensuite, je me suis dit, merde, il a tout dit, il a déjà tout dit, tout ce que moi j'essaye de dire. Alors bon, c'était une découverte en quelque sorte. Donc je n'ai pas été forcément influencée par Deleuze, mais moi, j'avais déjà réfléchi de la même façon et en fait j'ai découvert qu'il avait déjà pensé la même chose. Et c'est souvent le cas avec moi, avec les philosophes. Je ne les comprends pas et je ne les comprends qu'une fois que moi j'y ai déjà pensé et que je suis déjà arrivé à la même conclusion. Oui, vous avez donné une assez bonne définition de la philosophie française qui vient de nulle part et qui va, on ne sait pas trop où, mais on finit par comprendre après, mais je vous rassure Tim, ça arrive à tout le monde, y compris à des lecteurs français, mais ce qui est intéressant, c'est de voir que Deleuze et Guattari, et surtout Deleuze, développent des thèmes qui sont assez proches des vôtres, mais avec des points de départ complètement différents. Et pas beaucoup d'intérêt de leur part à ce qui vous intéresse autour de cette question de la théorie de l'évolution. Et à partir de cette réflexion sur le devenir, vous en avez été aussi amené à insister donc, et c'est peut-être un morceau de votre travail qui n'est pas suffisamment connu en France, vous avez été amené à insister aussi sur le fait que, puisque tout est en devenir, qu'aucune chose n'est prédéterminée, ce qui devient absolument fondamental, ce sont tous les processus qui permettent de générer du devenir. C'est la génération du devenir qui devient tout à fait essentielle. C'est la raison pour laquelle la soirée de ce soir se pose comme une soirée consacrée à cette idée de génération, c'est-à-dire en fait, pourrait-on dire, de fabrique permanente, de fabrique à travers la pratique et les gestes. J'aimerais bien que vous insistiez un peu sur cette idée justement de génération, de fabrique, de pratique, d'attention que vous avez aussi à ce que vous appelez donc le geste, c'est-à-dire ce qui renvoie justement à cette action de fabrication. Juste pour revenir un petit peu et pour souligner ce process, donc le fait que ce soit un process, il y a eu une critique, que je reçois souvent, qu'on me fait souvent. C'est ce qu'on appelle parfois le conflationnisme. Donc, ça vient des biologistes. Ils me disent, on sait que le monde est très compliqué, que c'est un bazar pas possible, que tout est emmêlé. On le sait, on n'a pas besoin que vous nous le disiez. Mais nous, en tant que biologistes, avons besoin de trouver de l'ordre et trouver les solutions. Il faut donc des concepts qu'on définit très clairement. Il faut découper les choses. Une fois qu'elles sont découpées, on peut voir un petit peu comment connecter le tout. Donc, leur critique, c'est que tout ce que je dis sur le devenir, le process et le mélange, etc., ça va, 5 minutes. Mais pour eux, dans le monde scientifique, ça ne les mène nulle part. Ça les laisse dans le même bazar qu'au début. Et donc, ce que je leur dis, c'est non, ce n'est pas le cas. On peut en fait faire des choses très précises en réfléchissant en termes de process plutôt qu'en termes de distincts ou des entités distinctes. Alors, quand je pense au monde qui est fait de traits mélangés, brouillés, on peut regarder très précisément tous les nœuds formés par ces lignes. Alors, on commence avec le process plutôt que la structure. Ça ne veut pas dire que vous avez choisi le chaos par-dessus l'ordre, mais ça veut dire que votre analyse est différente. Elle peut être tout aussi précise et tout aussi rigoureuse. Et c'est ça que j'essaye de dire, de souligner, de proposer aux collègues scientifiques. Mais pour répondre à votre point sur la fabrication, en fait, il me semble que la connaissance provient de la réflexion. La réflexion, c'est quelque chose que l'on fait dans le monde, et souvent, on le fait
de manière plus créative si on travaille avec quelque chose ou si on fait quelque chose. Donc les idées émergent d'une espèce de geste pratique avec des matériaux. Et lorsque, dans les années 90, et j'étais à Manchester, nous étions un groupe de collègues et d'étudiants chercheurs qui étudiaient l'anthropologie, mais qui avaient aussi des connaissances en art, en architecture. Donc, on a proposé un cours informel et on a commencé à parler de choses assez basiques anthropologiques. Mais en fait, le fait d'en parler en même temps qu'en faisant quelque chose de pratique était différent. Donc, on a fait de la poterie, on a réparé un mur en pierre, on a chanté ensemble. On a fait plein de choses, en fait. Mais ce qu'il en est ressorti, c'est que la qualité de la discussion et la créativité dans la discussion qui a émergé pendant ces gestes, ces actions, ces tâches de travaux manuels était d'un ordre totalement différent que si on s'était posé tous autour d'une table et qu'on avait parlé. Et ça m'est vraiment resté. Ça m'a fait penser que réfléchir est quelque chose qui ressort du geste ou de quelque chose qu'on a fait. On ne pense pas d'abord et ensuite on fait. Mais en fait, créer, faire, c'est vraiment le berceau de la pensée. Ça peut être aussi jouer d'un instrument de musique. Donc la pensée en ressort. Même l'anthropologie justement comme un geste avant d'être une pensée distante. Et vous êtes très critique, par exemple, par rapport à une certaine anthropologie, notamment l'anthropologie française de tradition structuraliste, avec laquelle vous aimez bien rompre des lances. Vous dites que ce sont des anthropologues dans un fauteuil, non pas au sens où ils ne seraient pas sur un terrain, mais ils regardent en quelque sorte les choses de loin, toujours à partir des catégories de pensée, les structures par exemple, qui sont en quelque sorte des manières de prédéfinir la manière même dont ils regardent. Vous pensez que l'anthropologue, c'est d'abord quelqu'un qui va déployer des gestes d'études particuliers dans des situations de making, de faire particuliers. Oui, en fait, c'est là le sujet d'anthropologie et d'ethnographie qui m'a posé beaucoup de problèmes récemment avec mes collègues. J'ai essayé de souligner le fait qu'ils sont différents, mais pas de la façon qu'on pourrait le penser. En fait, le point de vue traditionnel, si vous êtes anthropologue, c'est qu'on travaille sur le terrain, on passe un petit peu de temps vivant avec un peuple, on rassemble beaucoup de matériaux, de données, ce qu'on appelle des données. Donc vous avez ces données ethnographiques très descriptives, très détaillées. Vous ramenez cela à l'université, à votre laboratoire, et ensuite vous essayez d'analyser le tout et d'en faire une œuvre. Alors, ça peut être un livre ou une étude ou que sais-je. Et plus vous passez des données directes que vous avez relevées sur le terrain vers cette publication, cette conversation avec des collègues à l'université, le plus on passe de l'ethnographie à l'anthropologie. Ce qui se passe à ce moment-là, c'est que le site de conversation change. Donc, sur le terrain, vous parliez aux personnes dans la communauté sur laquelle vous travaillez, mais à l'université, vous parlez à vos collègues. Donc, vous avez une conversation ethnographique à gauche et puis une autre conversation anthropologique à droite. Et moi, j'avais l'impression que ce n'était pas du tout comme ça qu'il fallait faire, parce que ça reproduit une division entre l'universitaire
et le monde. Et en fait, ça reproduit cette espèce de prétexte, enfin, qu'on pense qu'on a une supériorité en tant qu'universitaire. Et mon expérience de l'anthropologie, c'est que ce sont les choses que l'on fait avec les personnes sur le terrain, où qu'on soit. Si ce que l'on fait, ce n'est pas apprendre des choses sur eux, donc en rassemblant des informations sur leur façon de vivre, mais d'étudier avec eux. Et j'utilise souvent un exemple pour illustrer mon propos, et ça parle du violoncelle. C'est que, comme je joue du violoncelle, je pensais que mon rêve, ce serait d'aller étudier avec M. Rostropovitch et que j'arriverais à faire partie de son cercle et que je serais à ses pieds, je le regarderais jouer, et puis je serais inspirée et je reviendrais et je comprendrais bien mieux la musique, l'instrument et moi-même, et que je serais meilleur musicien. C'est une chose que je pourrais faire, et moi, ça me parle. J'ai l'impression que c'est une chose très anthropologique. Et on va étudier des personnes et on revient avec plus de connaissances et de sagesse qu'on n'avait pas auparavant. Ou alors, j'aurais pu utiliser mon violoncelle en tant que ticket d'entrée pour rentrer dans le cercle de Rostropovitch et de dire, en fait, je fais une étude sociologique de la position des violoncellistes dans la société contemporaine russe. Et j'aurais interviewé Rostropovitch, j'aurais trouvé d'autres violoncellistes, je les aurais interviewés, et j'aurais écrit un livre que j'aurais appelé les violoncellistes sur les ficelles ou les Russes. Mais ça aurait été complètement différent, parce que plutôt que d'étudier le violoncelle avec Rostropovitch, il faudrait que je fasse une étude sur Rostropovitch et sa vie et son œuvre. Et pour moi, l'anthropologie, c'est ce genre d'études avec quelque chose, avec quelqu'un. Tout le monde peut nous enseigner quelque chose. Quand on accepte que toute forme de vie est une expérimentation de vie et qu'on essaye d'apprendre de ces expérimentations pour essayer de répondre à la question qui nous concerne tous, c'est comment devons-nous vivre dans le monde d'aujourd'hui? C'est cette attention justement à la capacité qu'on a d'apprendre de toute entité avec laquelle on entre en relation, qu'elle soit humaine ou non humaine, qui vous a poussé à être aussi très, très actif, et là peut-être que tout le monde ne le sait pas, en matière de recherche et de réflexion sur la question éducative, sur l'éducation. Vous avez consacré beaucoup d'énergie aussi à réfléchir à ce qu'est l'éducation. Et c'est intéressant parce que vous le faites notamment en utilisant très explicitement des références à la philosophie pragmatique nord-américaine, en particulier à John Dewey, qui est un auteur que vous découvrez là aussi un peu incidemment, un peu tardivement. Vous m'avez même dit tout à l'heure que dans vos études universitaires en Grande-Bretagne, on ne vous avait jamais parlé de cet héritage pragmatiste. Et vous découvrez chez Dewey, justement, cette attention aussi à la capacité d'entreprendre un acte éducatif fondé sur le travail collectif, la conversation collective, l'écoute collective, en rompant aussi avec les modèles de transmission du maître qui sait à l'élève qui ne sait rien. Et je crois que c'est intéressant peut-être de revenir sur cette attention que vous avez, cet intérêt que vous avez pour la question éducative. Oui, tout à fait. L'éducation, en fait, j'ai découvert par hasard beaucoup de disciplines différentes et j'ai travaillé beaucoup avec d'autres disciplines, d'autres enseignants dans d'autres disciplines. Et je pense que l'éducation, c'est peut-être la dernière discipline que j'ai découverte. Et c'était, je pense que c'était en 2010, 11, 12, donc
la dernière décennie en tout cas, en 2010, où j'étais en train de travailler sur un projet qui a été financé par le Conseil de recherche européen, donc savoir de l'intérieur, l'anthropologie, l'architecture, art et le design. Et l'objectif de ce projet visait à montrer à travers différents exemples, à travers différentes études, comment établir une façon de savoir qui grandit grâce à son engagement pratique avec le monde. Et lorsque j'ai écrit la proposition pour ce projet de recherche, en fait, je n'avais pas forcément grand-chose à dire sur l'éducation, mais en fait, la recherche a évolué et nous avons tous découvert au fil de cette recherche que la pédagogie et l'éducation étaient vraiment la clé à toute cette recherche et que la problématique consistait à savoir comment concevoir le processus d'éducation de telle sorte que ce processus d'éducation ne soit plus compris comme une simple transmission d'un corpus de connaissances préétablies d'une génération à une autre, mais plutôt un processus dans lequel des gens de différentes générations, des adultes, des enfants ou des personnes âgées, comment des différentes générations peuvent coopérer ou collaborer et faire croître la connaissance grâce à une rencontre avec des choses réelles dans le monde. Et en fait, c'était un moment crucial pour moi. Je ne sais pas quand c'était exactement, c'était peut-être en 2013 ou 2014. J'étais à une conférence en Belgique. C'était une conférence en marchant et beaucoup de participants avaient passé une semaine à marcher. Ils avaient fait la Belgique en long et en large et enfin ils se sont rencontrés dans ce lieu et ils présentaient leur conférence. Et il y avait un conférencier qui était un philosophe belge qui était spécialisé dans l'éducation, Jan Massélé, et il avait développé toute une recherche sur l'éducation ex-duquéré, donc menée vers le monde. Et il utilisait la marche comme méthode primaire pour mener vers le monde. Donc il a donné une conférence lors de cette conférence sur son travail. Et en fait, j'écoutais, j'étais un peu je m'ennuie un peu et tout d'un coup il a pris la parole et je me suis rendu compte c'est ça. Et en fait ce qu'il disait c'est exactement ce que j'avais pensé par rapport à l'anthropologie. Pour moi en fait donc lui il a parlé de l'éducation en tant qu'exposition, donc emmener les gens en dehors de leur zone de confort, en dehors de leur perspective bien établie, les déplacer, les faire bouger pour que ces gens soient obligés de faire attention, être attentifs au monde, donc voir le monde avec de nouveaux yeux. Et c'est ça l'éducation, et c'est ça ce qu'il disait. Et je me suis dit, c'est exactement ce que je veux faire dans l'anthropologie. En fait, nous devons nous rendre dans les lieux qui sont en dehors de notre pays, des pays qu'on ne connaît pas, des lieux qu'on ne connaît pas. Nous nous exposons et grâce à cette exposition, on apprend. Et en fait, l'idée m'est venue tout d'un coup que de cette manière-là, l'anthropologie est fondamentalement une discipline d'éducation et non pas une discipline ethnographique. En fait, le but n'est pas de recueillir des documents sur d'autres personnes, de les écrire. C'est un mode d'éducation en soi. C'est un mode qui nous fait sortir dans le monde pour apprendre des autres et pour, en fait, faire exister ce monde, faire en sorte que ce monde soit présent. Et ensuite, on m'a demandé de donner des conférences à l'université. Et donc, j'ai parlé de John Dewey et du coup, j'ai commencé à lire l'œuvre de John Dewey et je me suis rendu compte que d'une manière ou d'une autre, il proposait quelque chose de très similaire et quelque chose d'incroyablement pertinent pour notre époque. Et 1 ou 2 ans plus tard, au Royaume-Uni, nous avons été plongés dans la période la plus difficile. Vous avez entendu parler de cette période, donc tout le débat autour du Brexit. Et en fait, les choses sont devenues très polarisées. Et j'étais à une réunion au théâtre de Barbican à Londres où il y avait une discussion ou un débat sur l'éducation et sur la démocratie à l'époque. Et les gens se levaient et se disaient que l'éducation, c'est
l'ennemi de la démocratie. C'est élitiste, c'est cosmopolite. On alimente ce projet néolibéral et que la démocratie devrait être pour le peuple. Et je me suis rendu compte qu'il y avait ce fossé perçu en tout cas, entre l'éducation et la démocratie. Et en fait, que cela nous déchirait la société britannique. Et c'est exactement la question que je me posais, c'est la question que se posait Dewey il y a une centaine d'années maintenant. Et lui, il proposait quelques solutions à ce problème. Donc, il proposait une sorte de conversation, un dialogue pour tenter d'établir un terrain d'entente quelque part. Et je pense que ça, c'est vraiment quelque chose qui est très pertinent pour nous aujourd'hui. Donc, je suis vraiment un enthousiaste. J'adore Dewey. Je pense qu'il faut le lire. Dewey qui a aussi beaucoup réfléchi sur des questions politiques. On ne va peut-être pas revenir spécifiquement là-dessus, mais toujours avec cet esprit conversationnel, si je puis dire, et pragmatiste qui le pousse à considérer qu'aucun problème n'existe avant qu'un public ne se soit constitué pour, de façon conversationnelle, définir ce problème qui ensuite seulement peut éventuellement être traité. Et ça renvoie quand même aussi assez spécifiquement à la façon dont vous concevez l'activité de recherche. C'est-à-dire aucun problème scientifique ne préexiste en quelque sorte à la conversation qu'on peut avoir pour le construire en quelque sorte publiquement et tenter ensuite de l'aborder. Oui, vous avez tout à fait raison et je pense qu'on le trouve chez Deleuze également. Ce sens de ce que l'on signifie lorsque l'on évoque le mot problème. Je ne sais pas ce qu'il dit exactement Deleuze, mais je pense qu'il dit qu'il y a une différence entre ce que j'appelle un problème réel et ou un faux problème. Donc un faux problème, ce sont des problèmes ou un faux problème, c'est un problème qui contient sa solution. Donc la solution existe déjà dans ce faux problème, mais les problèmes réels et résoudre ces problèmes réels, il faut sortir de ces problèmes, il faut vraiment aller au-delà de ce problème, il faut avoir une conversation autour de ce problème pour développer des solutions. Donc c'est un exemple de Bergson également, où il compare quelqu'un, disons que donc il y a un tableau célèbre qui est dans une galerie d'art et donc vous vous rendez à la boutique de la galerie et vous pouvez trouver un puzzle, donc un puzzle avec ce tableau célèbre. Et donc vous pouvez acheter le puzzle et vous pouvez fabriquer ce tableau vous-même chez vous en rassemblant les pièces du puzzle, ou vous pourriez être par exemple le peintre qui dépeint ce tableau. Et Bergson, il dit que la différence, c'est que le puzzle que vous achetez, c'est un puzzle qui contient déjà la solution. Et votre travail en reconstituant le puzzle, c'est simplement trouver la solution. Donc vous pouvez le faire de plus en plus rapidement et finalement vous pouvez le faire en l'espace de quelques minutes. Mais si vous peignez un tableau, donc c'est un autre problème. Et ce problème n'a pas sa solution à son intérieur. En fait, c'est un problème qui ne peut être résolu ou ne peut jamais vraiment être réellement résolu. Mais en fait, c'est un problème qui doit se résoudre grâce à ce processus de vie qui prend tout son temps et vous fait développer, avancer. Donc la vie, c'est un problème. En ce sens-là, la vie ne comporte pas sa solution à l'intérieur, mais en fait, en essayant de résoudre les problèmes de la vie, on peut avancer, on peut se développer et on peut grandir quelque part. Et donc Dewey, il parle de cela. Et Dewey, il montre, par exemple, s'il y a deux personnes qui se réunissent, qui dialoguent, qui se parlent. Donc, ces deux personnes qui viennent de deux profils différents, qui savent des choses différentes, mais chaque personne, à ce moment, doit en fait se projeter dans l'avenir, ou doit se projeter dans son imagination, dans son imaginaire, pour aller ailleurs. Et si une personne le fait, l'autre personne le fait, on peut se retrouver quelque part dans un autre lieu qui va au-delà de là où nous sommes à l'heure actuelle. Et je pense que c'est ça
vraiment la beauté de cette démarche, parce que je pense que la conversation nous fait sortir de nous-mêmes. Et en fait, cela est contrasté par rapport à cet idéal démocratiste, populiste, qui essaie d'établir cette conversation. Et pour avoir cette conversation, il faut trouver un point commun avant de pouvoir amorcer le dialogue. Donc ça, c'est régresser et revenir à un point d'origine plutôt que d'avancer vers un lieu imaginé au-delà. Et je pense qu'il y a une différence critique entre les deux démarches. On voit bien effectivement cette attention que vous portez à ces processus de devenir, de génération, de gestes et de pratiques, mais on peut peut-être revenir à ce que vous avez dit tout à l'heure sur le fait que pour autant votre travail de chercheur, à la fois celui que vous menez dans les très nombreux collectifs que vous animez, c'est un travail qui cherche à toujours documenter au plus près de ce que l'on peut observer les réalités générationnelles, si je puis dire, c'est-à-dire ce qui se passe, les processus qui véritablement se déroulent. Vous ne vous contentez jamais d'avoir un discours général sur des choses, vous essayez véritablement d'aller voir concrètement comment ces systèmes de relations se construisent. Vous aviez même proposé, d'ailleurs, il y a quelques années maintenant, je crois que le concept ne vous plaît plus autant, mais jadis le concept de taskscape, pour différencier landscape d'un côté et taskscape. Landscape, c'est quelque chose, le paysage, donc quelque chose qui est déjà fixé et qu'on regarde de l'extérieur, en quelque sorte, comme si tout était déjà dit, comme si tout ce qu'on devait connaître était déjà contenu dans ce paysage, et vous opposiez le taskscape, qui est difficile à traduire, en tout cas qui renvoie à cette idée que ce qui est important, c'est le dispositif formé par l'ensemble des pratiques relationnelles qui vont pouvoir être observées sur un terrain. Oui, vous avez tout à fait raison. J'ai écrit cet article, c'était en 1993, il y a très longtemps. C'était un article sur la temporalité du paysage et j'ai introduit cette notion de taskscape. En fait, c'est un mot absolument terrible. J'aime pas du tout finalement. Et en fait, c'était très à la mode dans les sciences sociales à l'époque parce que en fait, tout le monde voulait inventer tout type de paysages, je sais pas, des paysages du ciel, un paysage nocturne, un paysage aussi ou un paysage là. Et en fait, j'ai pas du tout aimé. Et ce que je voulais faire, c'était introduire ce concept de taskscape, parce qu'en fait, je voulais évoquer donc tout un éventail de tâches, plutôt qu'un éventail de lieux. Donc, j'ai introduit ce concept de taskscape afin de m'en débarrasser finalement. Et j'ai commencé par dire, il y a des paysages et ensuite il y a des taskscapes. Mais en fait, ce que je voulais vraiment montrer, c'est que le paysage, à proprement parler, ou ce que l'on appelle un paysage intrinsèquement temporel. Donc même si vous êtes à la campagne, vous avez des ruisseaux, vous avez des arbres, vous avez des montagnes, vous avez des gens, des animaux. Toutes ces choses, en fait, continuent leur vie avec différents rythmes temporels. Et ces rythmes temporels s'entrelacent pour créer une sorte de symphonie de mouvement. Et en fait, le paysage, à proprement parler, ce n'est pas une scène statique. Le paysage, c'est un déroulement temporel de ces mouvements. Et moi, je voulais montrer que si l'on reconnaît cette temporalité dans le paysage, on n'a plus besoin de ces taskscapes. Donc, j'ai introduit ce terme afin de pouvoir m'en débarrasser pour montrer l'aspect temporel d'un paysage, mais avec pour but finalement de dire, une fois reconnu que le paysage est temporel et il y a cette temporalité, on a besoin de reconnaître ce concept de taskscape. Et malheureusement, les archéologues ont décidé de focaliser sur ces taskscapes et tout d'un coup, j'ai vu ces taskscapes un peu partout. J'ai perdu le contrôle de ce concept de taskscape. Michel Foucault, se désespérant
de la manière dont certains s'étaient saisis du concept qu'il avait créé, un peu comme vous, le Taskscape, simplement à un moment de sa pensée, qui est le concept d'hétérotopie, qui a été ensuite très, très, très utilisé, notamment dans le monde de l'architecture, et qu'il détestait à un point tel qu'il n'avait jamais voulu de son vivant que le texte de la conférence qu'il avait donné en 1967 dans une école d'architecture soit republié. Et il disait toujours, mais qu'est-ce que les gens ont avec le concept d'hétérotopie? Donc Taskscape, c'était un peu votre hétérotopie. Mais ce qui est intéressant, c'est que ça vous pousse à insister sur un point important, qui est que ce qui paraît fixe, le paysage, en réalité, si on s'attache au processus de génération, aux pratiques, aux relations, n'est pas fixe. Et ça, c'est quand même quelque chose de très systématique dans votre travail. En ce moment, on a l'occasion de travailler ensemble autour justement de cette volonté de mettre en mouvement les analyses et les concepts fixes. Donc vous avez beaucoup travaillé avec un collègue de l'université pontificale de Santiago du Chili qui a été invité ici à l'école urbaine, Christian Simonetti. Vous avez beaucoup travaillé sur les questions de solide fluide. C'est la manière dont les choses solides sont en réalité, si on les observe bien, des fluides, et réciproquement. Et là, nous travaillons ensemble sur ce que vous avez appelé urban liquefaction, c'est-à-dire comment des organisations urbaines, ce qui paraît le plus solide et le plus stable, peuvent être en réalité considérés un peu comme des mouvements, comme des flux, comme des liquidités. Ça, c'est chez vous toujours une caractéristique de faire en sorte que ce qui paraît stable soit en vérité observé sous l'angle du mouvement. Et c'est aussi très bergsonien d'ailleurs, hein, du mouvement, de l'instabilité, du changement. Tout à fait. En fait, le mouvement, c'est ontologiquement, ça vient avant la stabilité. Ça ne veut pas dire que tout est en mouvement plutôt que statique. Certaines choses sont relativement stables, mais la stabilité qui existe est contenue dans un genre de mouvement. Le mouvement n'est pas forcément le produit de l'interaction de formes stables. Donc c'est comme si vous inversiez les choses. Et l'une des choses que j'ai appris en travaillant avec Christian Simonetti sur ces fluides statiques ou solides, c'était très stimulant en fait, mais la fluidité ou le flux en fait, c'est pas la même chose que la liquidité, si vous voulez. Et quand on parle du flux dans le monde, le flux du monde, ça ne veut pas dire que le monde est liquide comme de l'eau. En fait, ça peut être assez visqueux ou même plus épais, quelque chose qui ne bouge pas beaucoup du tout, mais le flux, en fait, ça veut dire que les formes surviennent pendant le mouvement et pas le contraire. Par exemple, l'une des personnes avec lesquelles on travaille dans notre groupe de recherche s'appelle Paolo Crepuzzo, un Italien, un anthropologue italien qui a travaillé dans la zone humide juste à côté de Rome, où Mussolini avait le grand projet d'assécher cette zone humide en installant des canaux qui allaient assécher l'eau et donc établir une terre sèche sur laquelle on pouvait construire. Et c'est ce qui a été fait. Donc, ce qui s'est passé, c'est que le liquide a été capturé. Et donc, cette idée de liquidité, c'est un produit accessoire, si vous voulez, de l'imagination que le monde est quelque chose de solide, une base solide. Tandis que le flux ne traite pas de cette dichotomie de fluide. On peut regarder le tronc d'un arbre, par exemple. Ça a l'air très solide, mais il y a du flux. Et on le voit, en fait, dans le grain. Et est-ce que vous savez qui se passe à l'intérieur du tronc? C'est compliqué. Vous aviez déjà, en quelque sorte, développé cette idée des choses qui doivent être repensées au-delà de leurs apparences, dans votre très célèbre analyse
peut-être êtes-vous d'ailleurs lassé de la reprendre et de la redire, mais ici, en France, nous n'avons pas eu l'occasion souvent de l'entendre, votre très célèbre analyse de la tente, de la hutte des peuples samis que vous avez analysée, c'est-à-dire cette sorte de tente conique qui apparaît aux yeux de beaucoup d'anthropologues qui vous ont précédé comme quelque chose de parfaitement clos, de parfaitement stable, de parfaitement localisé, et que vous pensez d'une manière assez déconcertante en disant mais non, si l'on regarde bien, en réalité, tout ça est toujours pris dans le mouvement et dans les lignes de vie qui vont s'entrecroiser, et c'est aussi quelque chose qui vous a poussé à beaucoup travailler sur cette question justement des lignes et de l'entrecroisement des lignes des vies qui créent justement cette réalité sociale qu'on peut observer. Oui, avec cette hutte conique du peuple Sami, donc tous les peuples qui vivent dans cette région circumpolaire vivent dans ces espèces de tentes coniques faites de barres recouvertes de peau de renne. Elles sont vraiment magnifiques et assez grandes à l'intérieur. En fait. Et je me souviens, en faisant cette étude, c'est un petit peu comme si vous aviez vraiment un bouton, par exemple, un méchant bouton sur la peau. Et tout d'un coup, ça forme cette espèce de volcan. Et puis, il y a le pu qui sort. Ce bouton fait partie de vous-même, ça sort de votre corps, c'est pas quelque chose qui a été collé par-dessus, et puis tout ce qui ressort, ça sort de l'intérieur de votre corps. En fait, c'est la même chose avec cette hutte Sami. C'est quelque chose, une excroissance qui provient de la terre, en fait. Et cette forme conique, en fait, retrace une espèce de spirale qui est la spirale de la fumée lorsqu'elle monte depuis le foyer au centre et sort par le trou en haut de la hutte. Donc, ce n'est pas une structure architecturale en tant que toi, mais plutôt une enveloppe de tout un processus dans lequel on rentre des choses à l'intérieur de la tente, de la nourriture, différents matériaux, on les fait cuire sur le feu, et puis ensuite il y a la fumée qui ressort dans le ciel et ça repart. C'est comme ça qu'il faut comprendre cette espèce de hutte. C'est un petit peu un nœud de lignes de vie qui se forme au sein de cette hutte et ressort par le haut. Que ça change même la manière dont on peut analyser la cosmologie, par exemple, des Samis. Et revenons-en à cette question fondamentale du nœud, de ce nœud de lignes qui constitue cette tente parfaitement conique dans le mouvement des différentes choses qui entrent et sortent finalement. Et on en vient à un point peut-être nodal justement ou central de votre analyse et de votre pensée, qui est cet intérêt que vous avez justement pour toutes les figures du nœud, de la trame, du tissage, de ce qui est filé, tissé, tramé. Vous utilisez dans votre travail le mot de mesh, de meshwork, meshworking. Le mesh, c'est la trame, c'est le tissu qui est tramé. Et comme il y a une exposition aujourd'hui au RIS que vous avez peut-être vu, qui est consacrée au textile, on ne pouvait évidemment pas ne pas faire la référence à cela. Chez vous, les réalités observables, si tant est que des réalités existent, elles sont toujours de l'ordre de ce qui est noué, tissé, tramé, fabriqué dans cette sorte d'activité presque textile que les entités humaines et non humaines produisent dans leurs relations. Oui, tout à fait.
mais ça n'en est que la moitié. On revient à la hutte des Samis coniques. Bien sûr, c'est comme un nœud. Cette hutte est comme un nœud où toutes ces lignes de vie se rassemblent. Mais ça dit quelque chose aussi sur la relation entre le ciel et la terre et la façon dont le ciel et la terre ne sont pas séparés, se rencontrent au foyer, sur le feu, au milieu. Et donc j'ai trouvé que, en réfléchissant aux traits et la façon dont ils s'entrecoupent, forment des nœuds, et en pensant aux formes des choses en tant que nœuds, j'ai pensé au temps, à l'atmosphère, à l'air. Et j'ai essayé de m'expliquer cela. Le monde est un tissage de nœuds, de traits, de tissus, on pourrait se dire ça. Ça en fait partie, bien sûr, mais l'air, l'atmosphère, la terre, ça se trouve où? Et j'ai écrit un livre qui s'appelle « La vie des traits » et j'ai essayé d'expliquer ce problème ou de trouver une solution. Et puis finalement, je me suis dit que c'était un petit peu comme la relation entre la respiration, l'expiration et l'inspiration. Et la métaphore que j'ai utilisée, c'est que lorsqu'on fait la brasse en natation, je ne vais pas tenir le micro en même temps, mais quand vous faites la brasse, vous faites ça, et puis ensuite ça. Donc, on rassemble l'eau et ensuite on se pousse en avant. Alors, quand vous respirez, vous inspirez, vous rassemblez l'atmosphère et ensuite vous expirez, donc vous propulsez. Donc, on convertit ce rassemblage en mouvement linéaire. C'est exactement ce qui se passe avec la voile qui prend le vent dans les voiles et ensuite avance. Donc, c'est la relation que j'ai identifiée peut-être entre l'atmosphère et cette trame. Voilà. J'ai rien dessiné encore. J'ai été trop bavard. Mais je le ferai. Mais cela, juste peut-être une dernière question avant de vous laisser éventuellement, de vous laisser la parole si vous avez quelques questions à poser. Tout ce travail minutieux, passionnant, iconoclaste, essayant de troubler les catégories et les genres scientifiques, vous a mené souvent à réfuter la pertinence d'un certain nombre de concepts classiquement stabilisés dans les sciences sociales ou même parfois les sciences. Par exemple, le concept d'environnement ne vous plaît pas particulièrement. Et je pense que c'est important que vous expliquiez pourquoi, parce que c'est directement lié à ce que vous venez de nous expliquer au préalable. Okay, now I can draw a picture. Yes. Okay. Ah, maintenant je vais dessiner quelque chose alors. I think I will. So okay, I think I can do it. So usually when normalement, people talk about the environment, quand on parle de l'environnement, la première chose qu'on fait, c'est qu'on dessine un cercle. Et ensuite, on dit, voilà l'organisme qui se trouve à l'intérieur du cercle et voilà l'environnement qui se trouve à l'extérieur de ce cercle. Et l'écologie va étudier la relation entre l'organisme et l'environnement. Donc, c'est cette relation en ligne droite. Et les scientifiques font la même chose. Ils disent la même chose par rapport aux individus, donc les individus qui constituent la société. Mais dès que l'on dessine ce cercle, on se base sur pas mal d'hypothèses déjà par rapport au type d'organisme concerné. Donc, on dit que c'est une créature qui est confinée soit à l'intérieur, enfin, surtout à l'intérieur, et l'environnement se trouve à l'extérieur. Mais si, au contraire, si on suppose que cette créature, c'est un nœud,
Donc, il y a un enchevêtrement de choses. Là, c'est très dense, c'est un nœud très dense. Il n'y a pas de frontières, il n'y a pas de limite très claire, parce qu'il y a tous ces brins-là qui rayonnent. Donc, c'est un autre exemple. Et un autre exemple. Et où se trouve l'environnement exactement? Parce qu'en fait, il n'y a pas d'intérieur ni d'extérieur. Il y a juste cet enchevêtrement ou cet enlacement de fils qui crée un maillage. Et le terme milieu, le terme français milieu est vraiment plus adapté parce que ça veut dire au milieu des choses. Et en fait, cela n'indique pas qu'il y a quelque chose qui se trouve à l'intérieur et autre chose qui l'entoure à l'extérieur. Et c'est pour cela que je me suis dit finalement que l'environnement n'est pas forcément le terme le plus adapté. Mais puisque je suis ici, je suis en train de dessiner, je voulais vous dessiner les Samis. Donc les Samis, voilà la terre, leur hutte avec le foyer du feu qui se trouve au milieu. Et en fait, vous avez la fumée qui se lève et qui passe par le haut de la hutte. Et en fait, la tente, c'est juste un processus qui est en cours. Et là encore, c'est la même chose. Il n'y a pas forcément d'intérieur ou d'extérieur. Vous pouvez être à l'intérieur de cette hutte ou à l'extérieur de cette hutte. C'est comme, par exemple, porter des vêtements. Je suis à l'intérieur de mon pull en ce moment, mais en fait, il n'y a pas vraiment de structure en place qui sépare l'extérieur de l'intérieur parce que cela forme un ensemble et tout cela est basé sur l'idée d'un mouvement, d'une circulation. Donc, ces lignes qui entrent, ces lignes qui entrent depuis l'atmosphère extérieure et qui rentrent dans la hutte et qui ressortent. Donc, ce que vous avez, c'est un modèle circulaire ou de circulation plutôt qu'un modèle structurel. Donc voilà, j'ai pu dessiner quelque chose, je suis content. J'ai bien fait de poser la dernière question sur l'environnement pour qu'on puisse avoir ce petit moment de dessin. Il y a des micros, je pense, qui circulent dans la salle et vous pouvez poser vos questions en essayant de parler distinctement pour que les traductrices puissent traduire les questions à Tim. Et s'il vous plaît, des questions courtes appelant des réponses. En anglais, on dirait questions, not statements. Pour ceux qui veulent vraiment discuter avec Tim de tout cela, je vous rappelle qu'il y a un séminaire demain qui se fait. Alors, le micro, oui. Il y a une dame ici au pull bleu qui avait levé la main en premier, je crois. En tout cas, vous êtes la première que j'ai vue. Hi, thank you. Merci beaucoup. Je voulais vous demander comment vous pouvez résoudre ces questions qui vous viennent à l'esprit. Est-ce que vous avez un processus de travail très clair et très bien établi pour chaque question que vous vous posez? Est-ce que vous avez une procédure de travail ou est-ce que cela va dépendre du sujet et vous changez à chaque fois de processus de travail? J'ai un processus, en quelque sorte. C'est un processus en fait, la clé, c'est un triade. C'est un carnet de notes, un crayon et des lunettes. Alors, c'est très facile, c'est portatif, donc vous pouvez avoir un carnet de notes, un crayon, des lunettes à tout moment. Donc, à chaque fois que je me pose des questions par rapport à un problème, évidemment, je réfléchis, il y a 1000 pensées dans ma tête et j'arrive pas à formuler le problème jusqu'à ce que, tout d'un coup, cela peut être à n'importe quel moment, au milieu de la nuit, pendant la journée.
tout d'un coup, en fait, il y a un déclic et il faut que je l'écrive dans mon carnet de notes immédiatement avant de l'oublier. Et autre chose que je fais, c'est que tous les matins avant mon petit déjeuner, je pars me promener pendant une demi-heure. Donc, je me balade dans la rue ou dans le parc juste en face de chez moi. Donc, normalement, je réfléchis à quelque chose en marchant. Et en fait, j'ai des pensées qui tournent en boucle. Et normalement, lorsque je rentre chez moi, j'ai quelques phrases en tête. Et ensuite, il faut que je me précipite pour chercher mon carnet de notes avant de les oublier. Donc, il faut que je les note. Et ensuite, je peux prendre mon petit déjeuner. Donc, il y a des choses comme ça. Ce n'est pas forcément un processus bien établi, mais en fait, j'ai une routine très stricte également. Une routine très stricte qui m'aide à penser et à réfléchir. Mais je pense que je ne pourrais pas, par exemple, faire un organigramme ou un logigramme avec des étapes. Il faut faire ci, ensuite il faut faire ça et ça. Donc, il y a des choses comme ça qui m'aident beaucoup. Ça renvoie d'ailleurs à ce que vous avez souvent expliqué de votre conception de l'anthropologie comme une sorte d'artisanat, un peu d'artisanat créatif en quelque sorte, avec encore une fois cette attention aux gestes, parfois aux gestes de routine, le fait de marcher tous les jours une demi-heure de la même façon, cette sorte d'exercice d'entraînement qu'on retrouve également dans la musique, c'est-à-dire qui n'a pas forcément de finalité autre que l'exercice lui-même. Il y a tout ce côté chez vous de refuser un peu l'industrie de la science, entre guillemets, pour préférer cette sorte d'artisanat créatif. Oui, c'est tout à fait ça. Et lorsque l'on écrit, l'écriture en soi, c'est un processus de découverte. Lorsque l'on commence à écrire quelque chose, on ne sait pas ce qui va en advenir, mais c'est un processus très mystérieux. Tout d'un coup, en fait, l'écriture prend forme et on a l'impression qu'on ne crée pas forcément quelque chose, mais on est plutôt en train de découvrir quelque chose en faisant, en écrivant. Et mes collègues scientifiques ne comprennent pas forcément cette idée que le fait ou l'acte d'écrire en soi, c'est un processus qui génère des idées. Ça, c'est le thème de l'atelier de demain, le processus de création par l'écriture. Y a-t-il une autre question ? Oui. Deuxième rang, ou là-bas, donc il y aura une autre question. Oui, je vous en prie. Allez-y, oui. Bonsoir. Vous avez cité Deleuze, Bergson. Est-ce que vous souhaiteriez nous délivrer un mot sur Simondon, qui est passionné et obscur? Alors, Gilbert Simondon, cela fait-il partie des penseurs avec lesquels vous travaillez? Il y en a bien d'autres, on aurait pu parler de Gibson aussi, mais Simondon, très bonne question. La réponse est oui, un grand oui. En fait, j'ai trouvé pas mal d'inspiration dans le travail de Simondon et je me sens assez proche de sa façon de penser. Mais en fait, je n'ai pas forcément approfondi son œuvre. J'ai trouvé quelques textes par-ci, par-là, parfois des textes en français. Il y a toujours ce problème parce que beaucoup de son œuvre n'est pas... il y a une grande partie qui n'est pas traduite en anglais. Cela est promis depuis longue date, mais en fait, j'ai toujours pas trouvé de traduction. Donc, c'est une barrière pour moi parce que j'ai du mal à lire le français. Mais j'ai quand même ces idées par rapport à l'ontogenèse, ce sont des idées qui font écho aux miennes. Et il y a l'influence sur Deleuze et j'ai lu Deleuze et cela a une influence sur Simondon. Et donc, il y a des liens entre tout cela et cela fait partie de mon travail. Oui, c'est une influence importante. Merci beaucoup. Je voulais vous poser une question en tant qu'anthropologue. Vous avez parlé de cette déconstruction de catégories et de concepts. Que pensez-vous de l'anthropocène?
Alors, on va commencer avec le côté positif de l'Anthropocène, où cette idée nous aide. Je pense qu'il ne fait aucun doute que sous cette bannière, sous ce nom de ce concept, enfin, le concept en tant que tel, je pense que ce concept a déclenché ou stimulé des discussions, des conversations qui n'auraient pas pu avoir lieu autrement. Donc, des discussions entre les géologues et les scientifiques sociaux, des spécialistes des sciences sociales. Donc, ce sont des conversations qui n'ont jamais eu lieu auparavant. Et ces conversations ont porté leurs fruits. Ces conversations ont été vraiment constructives. Et ça, c'est le côté positif de l'Anthropocène. Donc, je pense que l'Anthropocène a vraiment facilité les choses, ou a rendu quelque chose possible. Et je pense que l'Anthropocène a donc un côté positif. Mais en fait, si on analyse l'Anthropocène en tant que concept, indépendamment de la façon dont on mobilise ce concept, est-ce que c'est un concept qui fonctionne? À cette question-là, je suis obligée de répondre non. C'est un concept qui est très peu satisfaisant pour deux raisons. La première raison, qui a été soulevée par tous ou par beaucoup, c'est que c'est un concept qui généralise sur toute l'humanité un processus pour lequel une toute petite partie de l'humanité est responsable. Donc c'est pour cela que certains l'appellent le capitalocène. Mais peut-être que tous les capitalistes sont humains, mais tous les humains ne sont pas des capitalistes. Donc c'est un récit ou un narratif qui dit que l'humanité ou l'homme est responsable de tout ce chaos. Cela fait partie en fait des Lumières et cet héritage des Lumières. Mais l'autre problème, c'est la partie saine de l'Anthropocène. Vous savez que les géologues ont toujours pensé à l'histoire de la Terre en pensant qu'il y a, par exemple, une série de strates par rapport à chaque époque. Donc, couche sur couche sur couche, les diagrammes qui montrent l'histoire de la Terre montrent toujours ces strates, donc ces couches qui se superposent les unes sur les autres. Et c'est pour cela que les géologues sont obsédés par, en fait, ce qu'ils appellent le pic d'or qui pourrait déterminer le début de l'Anthropocène. Mais moi, je soutiens, enfin, j'ai un autre argument qui ne consiste pas à avoir une vision sur strates, basée sur strates de ce monde. Donc, plutôt que de penser à des strates ou des couches, moi je pense plutôt à quelque chose comme une corde qui est continue et entrelacée. Donc, à mon sens, je pense qu'il faudrait vraiment remettre en cause cette vision du monde, ou cette vision de l'histoire du monde et l'histoire humaine comme une série de couches ou de strates, parce qu'au final, à mon sens, cela n'est pas très utile. Et voilà les deux raisons qui expliquent pourquoi je n'aime pas forcément le concept de l'Anthropocène. Et de la réponse, d'ailleurs, vous aurez remarqué que l'école urbaine a intitulé son événement « À l'école de l'Anthropocène », non pas pour dire que le concept était satisfaisant et réglé, mais plutôt pour lancer la conversation autour de cette question de l'Anthropocène. C'est donc plutôt la première acception qui est la nôtre. Allez, dernière petite question à gauche. À gauche. Oui, excuse-moi Christine, à la gauche géométrique. Bon, merci beaucoup. Je préfère m'exprimer en français. Merci beaucoup. Puis on a terminé le séminaire cet après-midi en parlant de joyeuseté, d'être joyeux. J'ai l'impression que vous êtes joyeux dans la restitution de votre travail. Donc, merci pour ça. Moi, je voulais juste... j'avais deux questions, je vais peut-être me limiter à une. Quand vous dites de façon extrêmement généreuse, c'est une anthropologie de la générosité, on vous connaît pour ça. Quand vous dites que vous apprenez et que vous êtes là pour... Vous êtes non pas le sachant, mais celui qui apprend. Je voulais savoir s'il y avait une réciprocité. Est-ce que les Samis reçoivent vos recherches? Est-ce que... ils en apprennent quelque chose. Comment ils les reçoivent? Est-ce qu'il y a un aller-retour? Qu'est-ce qu'ils pensent de Deleuze accessoirement? Et voilà. Et puis la deuxième chose, bon, peut-être un peu plus compliqué, je vais essayer d'être brève. J'entends bien là, ce mouvement, etc. Mais est-ce que c'est pas possible de rendre compatible
ces deux anthropologies, en fait, qui sont un bout, l'une qui serait celle de la fixité, on va dire, de la stabilité, et puis à l'autre bout, celle du mouvement. Est-ce qu'il n'y a pas moyen de les faire se communiquer parce qu'on est tous en lutte contre la mort aussi, contre la fin de la vie, et qui demande quelque part une stabilité. Et l'attente, c'est aussi un moyen de nous rendre, de nous donner un repère. Donc voilà, est-ce qu'il n'y a pas moyen de rendre compatibles ces deux anthropologies? Merci. Alors, deux questions assez compliquées. Pour les Samis, il y a eu en fait un espèce de retard dans le temps. Lorsque je suis allée sur le terrain pour la première fois, pour mon doctorat, il y a très très longtemps, et à l'époque l'anthropologie se faisait d'une façon très différente. Et même si j'avais de bonnes relations avec ce peuple, je n'avais pas l'impression qu'il y avait vraiment un réel dialogue entre nous. Mais dans les années depuis qui ont passé, j'ai trouvé que l'une des choses qui s'est passée, c'est qu'il y a de plus en plus d'éducation parmi les Samis. Ils sont de plus en plus éduqués et donc ils ont commencé à échanger avec des problèmes philosophiques et ethnologiques parce qu'ils sont, ils ont appris maintenant. Et maintenant, je trouve que les choses reviennent vers eux, mais à travers des conversations érudites, si vous voulez, avec des érudits samis qui sont en rapport avec leur communauté. C'est là que le retour fonctionne vraiment. C'est pas moi qui essaye d'expliquer mes idées d'anthropologie avec les samis, mais plutôt me trouver en dialogue, en échange avec des personnes qui elles-mêmes sont devenues érudites, ont appris quelque chose et ont de l'expérience maintenant. Et du coup, on peut parler des choses de pair à pair. Et ça, je trouve que c'est très satisfaisant. C'est sans doute le meilleur type de retour. Mais la deuxième question est compliquée. Ma première réaction, c'est de dire qu'il n'y a pas d'incompatibilité ici. C'est une question de priorité. On pense flux et puis on pense stabilité. Mais il faut savoir où on situe les formes stables. Est-ce qu'on les situe des formes en stabilité ou l'inverse? Et mon idée, qui est aussi celle de Deleuze et de Bergson et beaucoup d'autres, c'est Lucretius Titus qui a dit toutes ces choses sur la nature, qui avait cette idée que toutes les formes stables que l'on peut voir dans le monde sont comme des espèces de nuages dans ce flux, que tout est en flux avec ces petites irrégularités comme les petits cailloux au fond de la rivière. On a ces espèces de cascades, de tourbillons et lorsqu'on voit une forme stable, je vous vois vous, personne stable, mais ça n'est qu'un tourbillon, si vous voulez, dans ce flux de choses. Et ce qui est magnifique, c'est que ça veut dire que lorsqu'on meurt, on revient à la vie. C'est l'idée de Bergson, mais je l'ai trouvée aussi sur les personnes Tchouktchis en Sibérie du Nord-Est. Lorsqu'on vit, on est comme un tourbillon dans la rivière. On a détourné le flux et on résiste ce flux jusqu'à ce qu'on n'ait plus d'énergie et on tombe et on se fond dans le flux. Donc on émerge de la vie, on tient la vie à bout de bras et ensuite on retombe et on se fond dans la vie. Donc on part de l'actuel vers le possible. C'est magnifique parce que lorsqu'on meurt, ça veut dire qu'on va tout simplement se fondre dans ce flux général d'où toutes les choses vivantes émergent. Et moi, je trouve que c'est une idée remarquable.
Merci beaucoup, merci Tim Ingold de cette conversation. Et pour la terminer, Tim a accepté, avant qu'il ne se prête au jeu aussi, si vous le souhaitez, des signatures des livres de Tim qui sont en vente à la librairie à la sortie. C'est la librairie Descours qui nous accompagne pendant toute cette semaine, et ils ont fait un gros travail pour avoir de très belles références. Tous les livres de Tim traduits en français sont disponibles. Avant de terminer, Tim nous a proposé de jouer un petit morceau de violoncelle. Donc c'est à toi, en sachant que ce n'est pas son violoncelle. C'est un violoncelle qui a été prêté par l'École nationale de musique de Villeurbanne. C'est pas son violoncelle, et c'est un violoncelle qui n'a pas joué depuis quelque temps, donc de temps à autre, ça produit des effets. Et puis ensuite, la soirée sera terminée. Voilà, alors Michel n'est pas un violoncelliste professionnel, mais c'était intéressant pour nous qu'il termine, parce que en fait, le violoncelle, c'est aussi un de ces gestes qui lui permettent de penser tout autant que la marche. Ah, voilà. Merci, Tim. Bon, je tiens le micro quand même.
Merci Team Ingold pour cette soirée. Merci beaucoup. Merci à vous.